Je suis donc néphrologue, Dr Kahen, néphrologue à Lyon-Sud. On doit envisager dans cette session le suivi des patients transplantés. Donc, le suivi des patients transplantés, c'est quels sont les paramètres que l'on va suivre chez un patient qui est greffé, quand est-ce qu'on va les suivre, avec quelle fréquence et dans quelles conditions, c'est-à-dire avec à quel endroit, où est-ce que ça serait réalisé ce suivi. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des tas de paramètres, et beaucoup de paramètres à suivre, comme vous le verrez. Le premier, le topo sera surtout axé sur la transplantation rénale. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont également tout à fait valables pour la transplantation hépatique et la transplantation cardiaque. Alors, le premier but de la surveillance d'un transplanté, c'est bien entendu la fonction du greffon. Et en particulier, là, en ce qui nous concerne, la fonction du greffon rénal. Et est-ce que si le greffon fonctionne mal, quelle en est la cause? Est-ce que c'est une cause qui est pré-rénale, qui est post-rénale, obstructive, ou au contraire une cause rénale? Le deuxième but, c'est de dépister un effet secondaire du traitement. Et vous savez que tous les traitements immunosuppresseurs ont des effets secondaires. Et dépister éventuellement une complication du traitement immunosuppresseur, en particulier les complications infectieuses ou néoplasiques. Et puis le troisième but de la surveillance, c'est bien entendu de doser les immunosuppresseurs, d'adapter la posologie des immunosuppresseurs en fonction des dosages médicamenteux. Alors la surveillance des transplantés, elle commence avant tout par la surveillance clinique, bien entendu. C'est peut-être bête de le rappeler, mais c'est fondamental en transplantation, comme dans le reste de la médecine. Alors, le poids est un élément important, aussi bien chez le patient qui vient d'être transplanté, dans des conditions aiguës, parce que la prise de poids, comme vous le savez en néphrologie, ça peut signifier qu'il y a une hyperhydratation, donc une réanimation qui n'est pas adéquate, ou au contraire, ou bien que le greffon ne fonctionne pas bien. Le poids, ensuite, chez le transplanté qui est transplanté depuis plusieurs mois ou plusieurs années, il peut y avoir une dérive du poids avec une prise de poids dans la mesure où le patient est libéré des contraintes de la dialyse, où il a tendance à augmenter son alimentation. Donc le poids, les œdèmes, la température, bien entendu, la pression artérielle qui est un élément important, aussi bien en aigu qu'en chronique, puisque vous savez que les complications cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des transplantés et des insuffisants rénaux chroniques. Alors le greffon, il doit être palpé, ausculté à la recherche d'un souffle. On recherche les effets secondaires des immunosuppresseurs, en particulier les effets au niveau de la pilosité et de l'hypertrophie gingivale des anticalcinurines, de la cyclosporine. Bref, on vérifie également l'observance du traitement par l'interrogatoire. Et puis surtout, la surveillance, elle est bien entendu clinique, avec ces différents éléments que l'on va maintenant envisager. La surveillance, elle est également, bien entendu, surveillance d'imagerie, l'échographie, de façon à s'assurer que le greffon a un aspect normal, que les cavités ne sont pas dilatées, qu'il n'y a pas d'image anormale de tumeur au niveau du greffon. Le Doppler pour s'assurer de la perméabilité des vaisseaux. Alors le Doppler, il est fait en phase aiguë de la transplantation quand le greffon marche mal pour s'assurer que les vaisseaux sont bien perméables, qu'il n'y a pas de complications vasculaires, de thrombose de l'artère ou de thrombose de la veine. Mais également le Doppler, il est fait plus tard dans la transplantation, il est fait à titre systématique, une fois par an, afin de s'assurer qu'il n'y a pas de sténose artérielle qui peut survenir et qui peut être responsable d'une hypertension artérielle. Donc le Doppler est fait systématiquement au long cours. Si on a un doute pour une sténose artérielle, on peut faire une angio-IRM ou d'emblée une artériographie avec éventuellement une angioplastie. La radiographie thoracique, bien sûr, qui renseigne sur l'hydratation, qui renseigne sur éventuellement, dans le cadre d'une infection et en particulier la recherche d'une pneumopathie. L'échographie abdominale peut être faite
la mammographie, etc. L'UCRM peut être faite également dans le suivi d'un transplanté, mais ce n'est pas fait systématiquement à la recherche d'un reflux vésico-irrétéral lorsqu'il y a des infections urinaires à répétition. Et puis le scanner, c'est des indications très ponctuelles. La scintigraphie, on peut être amené à faire une scintigraphie rénale au début de la transplantation lorsque le greffon ne marche pas. Si le Doppler nous dit que le greffon est bien vascularisé, et si l'on veut rechercher un défect, en particulier lorsqu'il y avait une artère polaire supérieure ou inférieure, et qu'on se pose la question d'un défect, d'une thrombose d'une artère, la scintigraphie peut nous dire si un pôle est non vascularisé. L'histologie, c'est la biopsie, on y reviendra. Et puis les autres paramètres, c'est des paramètres qui n'ont rien de spécifique, les CG, l'échographie cardiaque, la surveillance dermatologique, on y reviendra, etc. Alors voyons, en ce qui concerne la néphrologie, tout seigneur, tout honneur, le paramètre fondamental, si on devait garder un paramètre de surveillance des transplantés rénaux, c'est la créatinémie, bien entendu, puisque c'est la créatinémie qui va vous renseigner sur la fonction rénale. Alors, vous savez que l'idéal, quand on veut connaître la filtration glomérulaire, c'est de faire la clearance d'un indicateur spécifique, la clearance de l'inuline, mais que cette clearance de l'inuline, eh bien, on ne peut pas la faire en pratique, donc on est obligé d'estimer la filtration glomérulaire, et le paramètre qui permet au mieux d'estimer la filtration glomérulaire, eh bien, c'est le MDRD, puisque la clearance de créatinine sur 24 heures nécessite la collecte de la totalité des urines, et donc c'est un paramètre qui est souvent entaché d'erreur. Et puis la clearance, l'estimation par la formule de Cockcroft est une formule qui est beaucoup plus aléatoire dans la mesure où elle fait intervenir le poids, et lorsqu'il y a une surcharge pondérale ou au contraire une maigreur, et chez les patients âgés, vous savez que cette formule n'est pas utilisable. Donc en pratique, créatininémie et MDRD sont les éléments qui sont utilisés quotidiennement. Alors, bien entendu, le ionogramme sanguin, c'est fondamental, aussi bien en période aiguë, parce qu'en période aiguë, eh bien, on sera aidé pour la réanimation chez ces patients. Lorsqu'il y a une insuffisance rénale aiguë, au contraire, s'il y a une insuffisance rénale chronique, si le transplanté et a une fonction rénale défaillante et qu'il est en prédialytique, on aura besoin de ionogramme, de contrôler l'ionogramme pour s'assurer de l'absence d'acidose, de l'absence d'hyperkaliémie. Vous savez que la toxicité de la cyclosporine, des anticalcinurines, s'accompagne volontiers d'une hypercalcémie. Le calcium et le phosphore devront être surveillés également, car chez les patients qui ont une insuffisance rénale, eh bien, ces paramètres sont soit diminués, soit augmentés, en particulier lorsqu'il existe une hyperparathyroïdie secondaire. Et puis l'uricémie est un paramètre important à surveiller également, puisque en cas d'hypovolémie, eh bien, il y a une augmentation de l'uricémie, et de la même façon, les anticalcinurines exposent à une augmentation de l'uricémie. Donc finalement, tous ces paramètres sont des éléments qui sont importants pour suivre ces patients greffés. Alors la surveillance néphrologique, elle s'intéresse également à l'urine, et on demande aux patients, enfin au début quand les patients sont hospitalisés, on surveille les urines de 24 heures, et ensuite également quand les patients sont vus en hôpital de jour puis en consultation. Alors quels sont les éléments que ça apporte? Tout d'abord, le sodium urinaire de 24 heures, c'est important dans la réanimation hydroélectrolytique des patients au début de la greffe. Et puis vous savez que lorsqu'il y a une suspicion de rejet aigu, eh bien, le rejet aigu se traduit non seulement par une augmentation de créatinémie, mais il se traduit également volontiers par une diminution de la natriurèse. Donc c'est un élément qui peut aller en faveur, qui peut être en faveur d'un rejet aigu lorsque on constate une diminution de la natriurèse. Et puis la natriurèse de 24 heures, même chez le transplanté qui va bien, c'est un élément qui est très important pour estimer l'apport sodé. Vous savez qu'une alimentation, on demande aux patients transplantés d'avoir une alimentation modérément restreinte en sodium et en protéines, de façon à éviter l'hyperfiltration glomérulaire et donc à éviter les lésions d'HSF secondaires par hyperfiltration.
Et donc, on va surveiller le suivi de la diététique, tout simplement, par la mesure de la natriurèse de 24 heures. Et l'objectif, c'est d'avoir une natriurèse, un apport sodé de l'ordre de 6 à 8 grammes, ce qui correspond approximativement à entre 100 et 120 grammes 100 et 120 millimoles de sodium sur 24 heures. De la même façon, l'urée urinaire de 24 heures va permettre d'estimer l'apport protéique et on demandera aux patients d'avoir un apport protéique de l'ordre de 1 gramme par kilo et par jour, ce qui fait, ce qui fait donc à peu près 70 grammes de protéines par 24 heures. La créatinurie de 24 heures, ça permet de s'assurer que la collecte de la diurèse de 24 heures a été complète, puisque vous savez que la créatinurie de 24 heures est un paramètre qui est fixe, qui est relativement stable pour un individu donné, que c'est un paramètre qui est fonction de la masse musculaire, et que si on a affaire si on voit un patient qui d'habitude a une créatinurie, mettons à 12 millimoles 24 heures et qu'il apporte une diurèse avec une créatinurie qui est de 6 millimoles 24 heures, ça veut dire que sa diurèse n'est pas complète. Et donc tous les paramètres comme l'urée urinaire, comme le sodium urinaire, sont des paramètres qui sont donc entachés d'erreurs, qui sont faux, qui ne sont pas mesurés sur 24 heures. La protéinurie de 24 heures est un élément important aussi, puisque lorsque, en principe, les greffons vont bien, il n'y a pas de protéinurie, que l'apparition d'une protéinurie peut signifier qu'il existe une glomérulopathie de l'ogreffe, ou alors qu'il existe une glomérulopathie, soit une glomérulophrite de novo, soit une récidive de la glomérulopathie qui a entraîné l'insuffisance rénale. Et puis, la cytologie urinaire quantitative est un élément qui est important aussi, qui peut orienter vers une récidive de glomérulopathie en cas d'hématurie, ou qui peut aider à faire le diagnostic d'infection urinaire en cas de leucocyturie. Alors, quand est-ce qu'on va envisager de réaliser une ponction biopsie rénale chez ces patients? Eh bien, lorsque vous voyez, lorsque la fonction rénale va se dégrader alors qu'on n'a pas de cause évidente, c'est-à-dire lorsque il n'y a pas d'hypotension, donc d'argument pour une insuffisance rénale prérénale, fonctionnelle. Il n'y a pas eu de signes digestifs, de diarrhée, de vomissement, il n'y a pas d'hypotension, il n'y a pas de déshydratation. Et à l'inverse, il n'y a pas non plus d'argument en faveur d'une insuffisance rénale obstructive, c'est-à-dire que l'échographie ne montre pas de dilatation des cavités. Et en dernière chose, il n'y aura pas de surdosage en anticalcinurine, il n'y aura pas de surdosage en cyclosporine et en prographe. Et dans ces conditions, lorsqu'on a affaire à une dégradation aiguë ou subaiguë de la fonction du greffon sans cause évidente, eh bien, la biopsie, à partir du moment où on pose la question, en général, on va jusqu'à faire l'examen de façon à faire ou à éliminer le diagnostic de rejet. L'apparition d'une protéinurie est également une cause justifie la réalisation d'une biopsie. Il y a de plus en plus de biopsies qui sont faites systématiquement dans le cadre, en général, d'études prospectives pour préciser l'apparition des lésions chroniques, en particulier des lésions de FIAT, de fibrose interstitielle et d'atrophie tubulaire, en fonction du protocole immunosuppresseur. Cette biopsie, en général, est faite dans le centre de transplantation et la lecture doit être réalisée par un anatomopathologiste expérimenté en transplantation. Alors, la surveillance hématologique est également très importante. On peut tout voir en termes d'hématologie. C'est très fréquent d'avoir une anémie. L'anémie, en général, se voit en post-transplantation immédiate. Elle est due au fait que ces patients ont été opérés, qu'ils ont pu saigner au moment de l'intervention, qu'ils ont pu ensuite faire un hématome, qu'ils ont des prélèvements quotidiens et que ces prélèvements contribuent à les anémier et à entraîner donc une carence martiale. Cette anémie, elle peut être favorisée également par les médicaments immunosuppresseurs que sont l'azatioprine, le MMF et les inhibiteurs de mTOR.
Cette anémie, elle peut également être majorée lorsque le greffon ne repart pas d'emblée, lorsqu'il existe donc une insuffisance rénale. Et puis, plus à distance, quand on utilise des inhibiteurs d'enzymes de conversion, des ARA2, eh bien, ces médicaments peuvent favoriser, voire créer de toutes pièces une anémie. Et puis enfin, l'anémie peut être parfois, rarement, mais ça existe, le reflet ou un signe de microangiopathie thrombotique. Alors à l'inverse, chez environ 20% des patients greffés, dans les 2 ans qui suivent, on peut voir une polyglobulie, qui est une complication qui est assez fréquente, qu'on voit surtout chez les patients polykystiques et qui nécessite d'être traitée de façon à éviter d'avoir une hyperviscosité avec toutes les complications que ça peut entraîner. Alors, on peut voir également, en ce qui concerne les globules blancs, une leucopénie, ce qui est très fréquent. Cette leucopénie, elle est en général due aux médicaments, que ce soit le sérum antilymphocytaire, que ce soit le MMF ou les inhibiteurs de mTOR. Et également, il faudrait rajouter sur cette plaque le rituximab, qui entraîne très souvent une leucopénie. Cette leucopénie, elle peut être associée à une neutropénie avec des blancs, des polynucléaires inférieurs à 2000 par millimètre cube. Et cette leucopénie, elle peut être également dans le cadre d'une infection ACMV. Et en général, quand on voit les globules blancs chutent, il est de bonne règle de vérifier la PCR-CMV pour s'assurer cette leucopénie n'est pas le reflet d'une infection ACMV en cours. À l'inverse, on peut voir une leucocytose. Et cette leucocytose, elle peut être due à une infection bactérienne, mais elle peut être également favorisée par la corticothérapie. Et il faut savoir que lorsqu'on arrête le traitement le sérum antilymphocytaire, on voit très souvent une augmentation des globules blancs qui peut en imposer pour une leucocytose et pour un problème infectieux, alors que c'est simplement le fait d'avoir arrêté le sérum antilymphocytaire, la thymoglobuline, qui favorise cette leucocytose. Alors la thrombopénie peut se voir également en général associée à une leucopénie. Elle est en général également due aux médicaments immunosuppresseurs et elle peut également compliquer une infection ACMV. Donc vous voyez qu'on peut tout voir en termes de problèmes hématologiques. Le déficit en fer est pratiquement constant dans la mesure où ces patients sont opérés et qui sont prélevés quotidiennement. Donc ce déficit en fer nécessite d'être compensé par du fer injectable, intraveineux. Lorsqu'on suspecte un syndrome hémolytique urémique, il faudra vérifier l'aptoglobine et rechercher une schizocytose. Et puis, dans certains cas, on peut être amené à mesurer les sous-populations lymphocytaires, ce qui donnera une idée de l'intensité de l'immunosuppression. Alors, le foie est également surveillé en transplantation parce que souvent, les médicaments immunosuppresseurs ont une toxicité hépatique qui est, dans l'immense majorité des cas, une toxicité peu importante, mais néanmoins qui entraîne une augmentation des transaminases, une augmentation des gamma-GT. Et vous voyez que de nombreux médicaments peuvent être responsables. La conduite à tenir lorsqu'on a éliminé une infection virale, et en particulier une hépatite ou un CMV, la conduite à tenir, c'est la diminution des médicaments immunosuppresseurs où on essaye de réduire le traitement au minimum nécessaire de façon à, en général, observer une normalisation du bilan hépatique. Sur le plan métabolique, vous savez que le diabète représente une étiologie de plus en plus fréquente en transplantation. Et que ce diabète, donc il s'agit d'un diabète préexistant, non pas tant le diabète 1, mais que le diabète 2, et qu'on peut également voir, après la transplantation, un diabète induit par le traitement, qu'il s'agisse du traitement corticoïde, mais également des anticalcinurines, et en particulier du Prograf.
On parle de diabète lorsque la glycémie est supérieure à 7 mmol/litre à 2 reprises. Et ce diabète nécessite, surtout en phase aiguë, la mise à l'insuline. Et parfois, les patients greffés qui ont un diabète de novo, après la transplantation, doivent garder définitivement un traitement, en particulier l'insuline. Les lipides sont très, très souvent perturbés en transplantation. La plupart des patients ont une hyperlipémie. Alors, cette hyperlipémie, elle est de causes multiples. Elle est due d'une part à la libération des apports alimentaires, alors que les patients en dialyse étaient contraints à des apports alimentaires contrôlés, du fait de la dialyse, du fait du phosphore. Ils ont l'impression en transplantation d'avoir une liberté complète de leur alimentation. Ceci d'autant plus qu'ils sont sous corticoïdes et que les corticoïdes, comme vous savez, ouvrent l'appétit. Et donc c'est pour ça qu'il est important que ces patients soient pris en charge par la diététicienne avec surveillance du poids, surveillance des lipides, car sinon on aboutit à des prises de poids très importantes, à des hyperlipémies qui peuvent être très importantes également, et qui de toute façon nécessitent un traitement en plus des mesures diététiques. Ces lipides ils peuvent être également la conséquence, ou en tout cas se voir dans le cadre du syndrome néphrotique. Ils sont favorisés non seulement par l'alimentation, mais également par les médicaments immunosuppresseurs, en particulier la cyclosporine, qui est très hyperlipémiante, et également les inhibiteurs de mTOR. Donc la plupart de ces patients sont sous un traitement, des patients greffés sont sous un traitement par statine du fait d'une hypercholestérolémie. L'apparateur hormone sérique est à contrôler également, surtout s'il existe une insuffisance rénale chronique, si la fonction du greffon est mauvaise, et surtout si ces patients ont eu une phase de dialyse avant la transplantation prolongée, et si pendant cette phase de dialyse, ils ont eu une hyperparathyroïdie qui a nécessité un traitement par le Bimpara, et donc il y a toute chance de ne pas être résolutive après la transplantation et de nécessiter après la transplantation soit un traitement par le Bimpara, soit une cervicotomie avec une parathyroïdectomie subtotale du fait d'une calcémie qui reste anormale. La surveillance immunologique est finalement relativement modeste en transplantation. Elle se résume essentiellement à la surveillance des anticorps anti-HLA qu'il faut savoir rechercher après la transplantation, qu'on recherchera systématiquement au moment d'un rejet et en cas de diminution du traitement immunosuppresseur. Enfin, ces anticorps anti-HLA devront être recherchés en cas d'événements immunisants, qui sont les transfusions, qui sont une grossesse éventuelle et qui sont après la transplantation, donc une transplantectomie chez le patient qui est revenu en dialyse. Donc c'est très important d'être économe de transfusion chez ces patients, de façon à éviter l'immunisation anti-HLA, et en cas de transfusion forcée, il faut penser à faire systématiquement une recherche d'anticorps anti-HLA 1, 2 et 3 mois après la transfusion, de façon à rechercher une immunisation qui sinon risque de tomber dans l'oubli et de passer inaperçue. Alors ces anticorps anti-HLA, ils doivent s'intéresser aux anticorps de classe 1 et de classe 2. Ils doivent être recherchés par la technique Luminex et on recherchera tout particulièrement ce qu'on appelle les DSA, c'est-à-dire les anticorps spécifiques du donneur, qui sont des anticorps qui doivent mettre sur la voie, donc la constatation de ces anticorps, mettre sur la voie d'un rejet aigu humoral qui devra être confirmé par une biopsie du greffon. En ce qui concerne les traitements immunosuppresseurs, pourquoi faut-il doser les médicaments, et en particulier la cyclosporine? On pourrait imaginer qu'on donne un médicament à une posologie fixe sans dosage. En fait, on dose ces médicaments parce qu'il y a une grande variabilité de la biodisponibilité, de l'absorption de la cyclosporine en fonction des individus. Il y a une variabilité en fonction des individus et
d'un moment à l'autre pour le même individu. Par rapport, la biodisponibilité n'est pas la même un mois après la transplantation et au début de la transplantation. D'autre part, les taux sanguins que l'on va exiger ne seront pas les mêmes au début de la transplantation, un mois plus tard, 6 mois plus tard et au long cours. Troisième chose, il y a une fenêtre thérapeutique qui est étroite, c'est-à-dire qu'il y a peu de différence entre un sous-dosage. On risque facilement un sous-dosage et donc un risque de rejet, ou au contraire un surdosage et un risque de complications, d'effets secondaires du médicament. Enfin, il y a de nombreux médicaments qui interviennent avec la cyclosporine, et vous savez qu'il y a des médicaments qui diminuent le métabolisme donc par interaction au niveau du cytochrome P450, ce qui va augmenter les taux sanguins de cyclosporine, et inversement, il y a d'autres médicaments qui vont augmenter le métabolisme et donc diminuer les taux sanguins de cyclosporine. À titre d'exemple, j'ai vu ce matin une patiente qui était sous Prograf et qui était en même temps sous Triflucan. On l'avait vue lundi, elle était sous Triflucan et Prograf. Elle avait 4 mg de Prograf par jour. On a arrêté le Triflucan qu'elle avait pour une infection urinaire à Candida. Et on l'a revu ce matin, et en arrêtant le Triflucan, on a anticipé sa baisse de taux de Prograf du fait de l'arrêt du Triflucan, et on a passé le Prograf de 4 à 8 mg par jour. Eh bien, lorsque on a vu cette patiente aujourd'hui, le taux de Prograf qui était lundi à 12 microgrammes par litre était aujourd'hui à 5 microgrammes par litre, alors que la posologie de Prograf avait été doublée. Donc vous voyez qu'on a doublé la posologie, on a arrêté le Triflucan, on a doublé la posologie, et malgré ça, le taux de Prograf est passé de 12 à 5. Donc vous voyez le danger de ces médicaments qui vont interagir avec le métabolisme des anticalcinurines et avec le risque soit de surdosage, soit de sous-dosage. Donc le dosage, il se fait par un taux résiduel 12 heures après la prise. Au début, on fait le dosage pratiquement tous les jours en hospitalisation. Et puis quand les patients sont bien équilibrés, on peut être amené à le faire 2 à 3 fois par an. Donc c'est sur 100 total avec un anticorps monoclonal. Et voilà les taux les taux cibles en fonction du délai après la transplantation. Vous voyez qu'au début, on a des taux qui sont élevés. Et après 12 mois, la cible, c'est des taux qui sont de l'ordre de 100 microgrammes par litre. Donc ces taux, c'est une indication générale qui sera modulée en fonction du risque immunologique. Est-ce que ce sont des patients qui sont immunisés, qui ont déjà fait plusieurs rejets antérieurement? Est-ce qu'il y a des antécédents de rejet? Est-ce qu'il y a d'autres immunosuppresseurs? On peut être à cyclosporine en monothérapie ou au contraire avoir du CellCept associé. Est-ce qu'il y a des signes de toxicité qui vont obliger à baisser la dose? Et il n'y a pas de parallélisme exact entre la survenue d'une toxicité médicamenteuse et les dosages sanguins du médicament. Et puis enfin, s'il y a des complications infectieuses, eh bien, on aura tendance à diminuer l'immunosuppression. Alors, comme vous le voyez, il y a une mauvaise corrélation entre le taux résiduel d'une part, la survenue d'un rejet et la néphrotoxicité. Et en fait, on s'est rendu compte il y a quelques années que le C0 est un mauvais reflet de l'exposition à la cyclosporine. Et l'intérêt, l'idéal, ce serait de mesurer l'air sous la courbe entre 0 et 12 heures. Mais l'air sous la courbe entre 0 et 12 heures est difficile à mesurer pour des contraintes de temps. Et en fait, cet air sous la courbe, elle est corrélée à l'air sous la courbe entre 0 et 4 heures. Et cet air sous la courbe entre 0 et 4 heures est bien corrélé, est étroitement corrélé avec la concentration du médicament 2 heures après la prise. Donc, il a été conseillé il y a quelques années de doser la cyclosporine 2 heures après la prise, de façon à avoir un bon reflet de l'air sous la courbe du médicament. Le problème, c'est que 2 heures après la prise, si le patient prend son médicament à 8 heures du matin, ça fait une prise de sang à 10 heures. Et une prise de sang à 10 heures du matin, c'est difficile à faire.
Pourquoi? Parce que dans un service hospitalier, c'est plus l'heure des prélèvements et on risque d'oublier de faire une prise de sang à 10 heures du matin. D'autre part, le prélèvement, il arrive plus tard au laboratoire et le prélèvement, selon la méthode qui est utilisée, peut ne pas être dosé le même jour. Et puis pour les patients qui travaillent ensuite et qui font leur prélèvement au laboratoire, ben c'est compliqué d'aller à 10 heures du matin au laboratoire quand on a une vie professionnelle. Donc en définitive, il y a beaucoup de centres, et comme le nôtre en particulier, qui continuent à faire les dosages, les taux résiduels, juste avant la prise du médicament. Les autres médicaments immunosuppresseurs, c'est le Prograf ou l'Advagraf, Prograf Rotard, dont les taux résiduels sont pour lui très bien corrélés à l'air sous la courbe. Donc le problème ne se pose pas. Et vous avez ici les fourchettes de taux qui sont exigées, en moyenne 15 au début de la transplantation et entre 4 et 6 au long cours. Le Celcept ou le Mifortic sont des médicaments qui sont bien absorbés. Le taux résiduel est un très mauvais élément qui n'est pas corrélé à l'air sous la courbe et donc un mauvais élément pour suivre l'exposition aux médicaments. Et nous mesurons, et maintenant il est classique de mesurer l'air sous la courbe entre 0 et 6 heures du Celcept ou entre 0 et 8 heures du Mifortic, qui donne une très bonne idée de l'exposition aux médicaments, la cible étant de 30 à 60. Et c'est très intéressant de faire ces dosages, car on se rend compte qu'il y a des patients qui ont besoin d'avoir 2 grammes par jour de Celcept pour avoir une cible entre 30 et 60, et il y a des patients chez lesquels il suffit de donner 250 mg matin et soir pour avoir une cible entre 30 et 60. Donc c'est très important de faire ces dosages. Le but, c'est de s'assurer que les patients sont suffisamment immunodéprimés, mais d'éviter une surimmunodépression, car la prévention des complications néoplasiques en transplantation repose sur la diminution de l'immunosuppression, et en tout cas éviter l'excès d'immunosuppression. Donc ces dosages aident à diminuer le plus possible le traitement immunosuppresseur. En ce qui concerne les inhibiteurs de mTOR, sirolimus et rapamune, il y a pour les deux une bonne corrélation entre le C0 et l'air sous la courbe. C'est la raison pour laquelle c'est le taux résiduel qui est utilisé. Vous savez que le sirolimus est donné à raison d'une seule prise par jour, alors que les virolimus nécessitent 2 prises par jour. Et vous voyez que les taux résiduels sont un petit peu plus bas pour les virolimus que pour le sirolimus. Voyons maintenant les complications infectieuses. Alors les infections, elles peuvent être très variées en transplantation. La plus fréquente, c'est l'infection urinaire en transplantation rénale. Pourquoi l'infection urinaire? D'abord parce que ces patients sont opérés, donc il y a des manœuvres urologiques. Ensuite parce qu'ils ont une sonde vésicale qu'on laisse en général entre 5 et 7 jours. Ensuite parce qu'ils ont une sonde endo-urétérale, une sonde double J. Et ensuite parce qu'ils sont immunodéprimés. Donc l'infection urinaire est extrêmement fréquente. Elle est en général au début quand elle existe, asymptomatique. C'est la raison pour laquelle il faut la rechercher de façon systématique afin de la dépister tôt et de la traiter avant qu'elle ne devienne symptomatique. Donc les patients qui sont hospitalisés en transplantation, en post-transplantation immédiate, ont 2 fois par semaine une bactériologie des urines, une uroculture avec compte de germes, avec une cytologie urinaire quantitative pour dépister l'infection urinaire et infection urinaire à traiter. Il y a 4 semaines, on avait une patiente greffée qui est devenue septique un samedi matin. Elle avait 40. Et l'uroculture qui avait été faite le jeudi matin, en fait, on a eu le résultat le samedi, elle avait une infection urinaire à coli. Donc, on n'aurait pas fait cette uroculture, on aurait probablement fait le diagnostic de probable ou possible infection urinaire, mais le fait de faire l'examen de façon systématique vous permet d'avoir la réponse quand les patients deviennent fébriles, ou en tout cas de les traiter si possible avant. Donc le CMV, on vous en a parlé ce matin. Je ne reviendrai pas. C'est important de connaître la sérologie du donneur et du receveur. Vous savez qu'il y a 2 types de traitements. Le traitement
préventif qui consiste à donner du Rovalcide, du Valacyclovir pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, on peut en donner pendant longtemps, de façon à prévenir une primo-infection ACMV, ou le traitement préemptif qui consiste, si les patients sont receveurs plus, quelle que soit la sérologie du donneur, à surveiller la PCR-CMV et à traiter par le Simévan lorsque, ou éventuellement par le Rovalcide, lorsque la PCR se positive. Le VHB, on vient de vous en parler également. Je pense que ce n'est pas la peine qu'on revienne. Le VHC également. Et vous savez qu'on peut transplanter les patients VIH à condition que la charge virale soit nulle. En ce qui concerne le BK virus et le JC virus, ça c'est une complication qui est réelle en transplantation, qui est fréquente, qui est de plus en plus fréquente dans la mesure où on utilise des immunosuppressions de plus en plus lourdes. Et cette infection à BK virus, elle peut se traduire par une néphropathie à BK virus et une perte de greffon. C'est la raison pour laquelle il faut y penser et il faut la rechercher. Et on la recherche en recherchant dans les urines des cellules qui sont des cellules particulières qui s'appellent les cellules d'écoeil et qui sont recherchées par le cytologiste. Et ça, c'est un élément qui oriente vers l'existence d'une infection à BK virus. On peut faire également une recherche du BK, de l'ADN du BK sur les urines, faire une PCR du BK virus dans le sang. Et en définitive, quand la PCR est positive, ces patients, a fortiori, s'ils ont une diminution une dégradation de la fonction rénale, doivent faire l'objet d'une biopsie rénale avec une recherche du BK virus sur la biopsie par hybridation in situ. Alors l'infection à BK virus, on vous en a parlé aujourd'hui, le traitement c'est essentiellement la diminution de l'immunosuppression. Les autres complications infectieuses, la pneumocystose, c'est en principe une complication qui a disparu du fait de la prophylaxie par le Bactrim, qui doit être poursuivie au moins 6 mois, parfois 12, mais en tout cas au moins 6 mois. La tuberculose, en principe, c'est une complication également qu'on ne voit pas, dans la mesure où quand on fait le bilan pré-transplantation, on recherche systématiquement les antécédents tuberculeux par l'interrogatoire, par la radiographie thoracique, à la recherche de séquelles radiologiques, par l'intradermoréaction, et en cas d'antécédent tuberculeux positif, eh bien, on proposera systématiquement une prophylaxie par le Rimifon pendant 6 mois, donc chez les patients à risque. Cette prophylaxie, elle devra faire l'objet d'un dosage du Rimifon de façon à éviter le surdosage. Car comme vous le savez, le Rimifon entraîne des neuropathies, une toxicité neurologique, et parfois on a des polynévrites qui sont très très douloureuses et qui durent très longtemps, même après l'arrêt du Rimifon. Les vaccinations pneumocoque, tétanos, polio, donc il faudra que les patients soient à jour. Vous savez que la transplantation, une fois que les patients sont transplantés, ça contre-indique définitivement tous les vaccins vivants. Et puis, en fonction du contexte, dans la surveillance des transplantés, eh bien, on peut être amené à faire des coprocultures. Les diarrhées sont très fréquentes, parasitologie des selles, et puis, bien entendu, un lavage broncho-alvéolaire en cas de complications infectieuses pulmonaires. Voyons maintenant la surveillance carcinologique. Vous savez que les cancers sont la 2e cause de décès des patients transplantés. Et les cancers les plus fréquents, c'est les cancers cutanés. Les patients doivent être informés sur le risque de cancer cutané et sur les mesures de prévention qu'il faut respecter. La prévention, donc, c'est d'éviter le soleil, c'est de se couvrir, c'est de porter des manches longues, c'est de porter un chapeau. Et puis, c'est également de voir systématiquement le dermatologue, au moins une fois après la transplantation les 6 premiers mois, et ensuite tous les ans. En cas de mise en évidence de cancer spinocellulaire ou basocellulaire, donc confirmé par l'histologie, la surveillance devra être rapprochée tous les 6 mois, voire moins. Il y a des patients qui font des cancers les uns après les autres, et ça pose
un réel problème. Ça pose également un problème donc médicamenteux, puisqu'il faut parallèlement diminuer l'immunosuppression. Et en général, on met ces patients, s'ils ne le sont pas déjà, aux inhibiteurs de mTOR qui ont été montrés comme étant associés à une incidence de cancer beaucoup plus faible qu'avec l'immunosuppression classique, les anticalcinurines. Donc, en ce qui concerne les lymphomes, le risque est surtout augmenté quand la sérologie est positive pour le donneur et négative pour le receveur. Il est augmenté également lorsque les patients ont fait plusieurs épisodes de rejet qui ont nécessité une augmentation des immunosuppresseurs, et lorsque l'on a utilisé pendant longtemps les anticorps antilymphocytaires, comme le sérum antilymphocytaire, raison pour laquelle il faut faire des cures courtes de sérum antilymphocytaire et qu'il faut éviter de donner ces traitements pendant des durées trop prolongées. Le diagnostic, il est fait il est fait en particulier sur la PCR-EBV qui est augmentée et sur l'augmentation des LDH. Alors, autre cancer fréquent, c'est pas fréquent, mais que l'on recherche systématiquement, c'est les cancers urologiques, en particulier les cancers du rein natif, qui sont loin d'être rares chez le patient greffé. Donc ça se traduit par la découverte sur l'échographie systématique d'un nodule plein, solide, qui peut soit être biopsié, soit on propose, lorsque ce nodule est solide et très suspect, d'emblée une néphrectomie qui habituellement est faite par céliochirurgie et qui permet donc de confirmer le diagnostic. Et dans l'immense majorité des cas, il n'y a qu'une localisation et le patient est considéré comme étant guéri, mais néanmoins, il y a une surveillance à faire pour s'assurer de l'absence de localisation contralatérale. Le cancer du greffon le cancer du rein peut survenir également au niveau du greffon. Et en général, il s'agit de cancers papillaires. Ces cancers sont découverts par échographie systématique. Ils ne se traduisent pratiquement jamais par une hématurie macroscopique. Et ces cancers, autrefois, étaient traités par transplantectomie. Ensuite, on les a traités s'ils se présentent bien par une tumorectomie, avec ablation simplement de la tumeur. Et puis, depuis très peu de temps, on les traite maintenant par cryothérapie, ce qui est très intéressant parce que ça permet de traiter la tumeur tout en conservant le greffon. C'est une méthode qui est récente et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul, mais c'est très intéressant, en tout cas pour les patients. Lorsque les patients présentent une hématurie macroscopique, eh bien, c'est le bilan d'une hématurie macroscopique chez un adulte avec une échographie, une cystoscopie, éventuellement un scanner à la recherche d'une lésion urologique qui saigne. Le PSA devra être contrôlé une fois par an et en cas d'augmentation du PSA, avis urologique avec éventuellement biopsie. Les autres organes l'incidence des cancers n'est pas augmentée par rapport à la population générale et la démarche diagnostique est la même que dans la population générale. Alors, l'écho-doppler du greffon est un examen important dans la surveillance des patients transplantés rénaux. Cet écho-doppler du greffon est destiné à rechercher, comme on l'a dit, une tumeur du greffon, à rechercher une collection périrénale, ça c'est surtout au début de la transplantation, où on peut avoir une lymphocèle, où on peut avoir un hématome, où on peut avoir également un urinome. Et donc l'échographie nous dira s'il y a une collection qui est susceptible de poser un problème et en particulier de comprimer l'urtère lorsque l'on va enlever la sonde double J du patient. Et l'écho-doppler du greffon va rechercher une dilatation, s'assurer que la vascularisation est satisfaisante, s'assurer de la perméabilité de la veine et de l'artère du greffon. Enfin, rechercher tardivement dans la transplantation une sténose de l'artère du greffon. On peut être amené, on le disait tout à l'heure, lorsque l'on a affaire à distance de la transplantation à des infections urinaires récidivantes, qu'elles soient hautes ou basses, à faire une cystographie avec à la recherche d'un reflux vésico-urétéral au niveau du greffon
qui peut entraîner ensuite la nécessité d'un geste, d'une injection de macroplastique au niveau de l'anastomose urétéro-vésicale. Il faut toujours avoir à l'esprit que ces patients transplantés sont des ex-dialysés dans l'immense majorité des cas, qu'ils ont pu avoir été hyperparathyroïdiens et qu'ils peuvent avoir une dégradation des fonctions rénales et qu'à ce titre, ils peuvent avoir une hyperparathyroïdie. Donc le calcium et le phosphore sont à contrôler avec le ionogramme sanguin. La PTH, surtout en cas d'insuffisance rénale avec la vitamine D. Et puis l'ostéodensitométrie est à réaliser de plus en plus, car les patients sont de plus en plus âgés. Donc les femmes sont des femmes qui sont ménopausées, qui sont âgées, qui sont corticothérapiées. Et donc il faudra proposer une ostéodensitométrie, la réaliser de façon à mettre en évidence une ostéoporose et à la traiter. Le risque cardiovasculaire, on disait il y a un instant, c'est la première cause, les causes cardiovasculaires de mortalité des patients greffés. Donc il faut prévenir ce risque cardiovasculaire. Il faut être très exigeant sur l'arrêt du tabac. On demande aux patients avant la transplantation d'arrêter le tabac, c'est très très important. Et le tabac fait comme vous savez, des dégâts considérables. Et quand on fait les scanners aorto-iliaques dans les bilans pré-transplantation, on voit chez les fumeurs souvent un athérome très important. Donc il ne faut pas hésiter à leur montrer les images de façon à ce qu'ils comprennent pourquoi on leur demande d'arrêter le tabac. Donc là, tout ça, vous connaissez, l'activité, la surcharge pondérale, être exigeant sur le niveau de pression artérielle. Le diabète, on en a parlé, les lipides. Si la fistule artéroveineuse a un gros débit et que la fonction rénale est bonne, eh bien, il ne faut pas hésiter à la ligaturer. Et puis, il y a une surveillance, au moins avec un ECG tous les ans et une échographie cardiaque qui est faite à la demande. Alors, comment est-ce que cette surveillance va être finalement organisée? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Eh bien, l'hospitalisation initiale, elle est de plus en plus courte. En général, elle dure à peu près une dizaine de jours, 12 de jours. Ensuite, les patients, en tout cas dans notre expérience, sont suivis en hôpital de jour. Donc, ils sont vus une à deux fois par semaine jusqu'à la fin du deuxième mois. S'il y a des complications type primo-infection CMV, problème chirurgical, récidive, lymphocèle qui doit être marsupialisé, les patients sont volontiers suivis à ce moment-là jusqu'à la fin du troisième mois. Et puis on leur demande, entre les séances d'hôpital de jour, de faire une autosurveillance, c'est-à-dire qu'ils ont des feuilles sur lesquelles ils vont noter leur poids tous les jours, leur diurèse, leurs médicaments, leur température, de façon qu'ils puissent eux-mêmes déceler une éventuelle complication et téléphoner à l'hôpital s'ils constatent un problème. Ils sont revus en hôpital de jour à titre systématique à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, et puis chaque année, où on refait un bilan avec en particulier une échodoppler du greffon. Et puis à partir du deuxième mois ou du troisième mois, ils sont vus en consultation. Et vous voyez que le rythme des consultations va aller en décroissant au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la transplantation. Bien entendu, si tout est satisfaisant par ailleurs, s'il n'y a pas de complications spécifiques, sinon ils sont vus en plus à la demande. Et puis ce suivi doit être partagé, bien entendu, entre le centre de transplantation et le néphrologue qui aura envoyé le patient si ce patient vient d'un autre centre de néphrologie. Donc le patient qui dialysait dans un centre de néphrologie périphérique, disons, il est envoyé pour la transplantation, il est listé, lorsqu'il est appelé, donc il est transplanté, il est suivi au départ dans le service de transplantation, et puis lorsque les choses sont stabilisées, lorsqu'il va bien, il sera renvoyé, donc en général vers le deuxième ou le troisième mois, il sera renvoyé dans le service de néphrologie de départ, d'origine, et puis le suivi sera au début alterné, par exemple il sera revu au 6e mois dans le centre de transplantation, il sera revu au 9e mois et à 1 an, puis il sera revu ensuite une fois par an, de façon qu'il y ait toujours un suivi alterné. Mais il est très important que ces patients continuent d'être suivis au moins ensuite une fois par an dans le centre de néphrologie. Et lorsqu'il y a un problème intercurrent, ces patients sont renvoyés au centre de transplantation de façon à gérer le problème.
Alors, qu'est-ce qu'on fait comme examen? Eh bien, à chaque séance d'hôpital de jour, à chaque consultation, il y a des examens qui seront faits de façon systématique. Vous voyez, le ionogramme, la créatinine, les urines de 24 heures, afin de s'assurer que, on avait dit la natriurèse, l'urée urinaire, donc l'apport sodé, l'apport protéique, dépister une protéinurie, s'assurer qu'il n'y a pas d'infection urinaire, vérifier que les enzymes hépatiques sont normales, qu'il n'y a pas de toxicité, la glycémie, l'hémogramme, et puis le dosage de la cyclosporine ou du Prograf. Donc ça, c'est ce qui est fait pratiquement systématiquement avant chaque consultation. Et puis, si les consultations ont lieu, par exemple, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, eh bien, on va demander aux patients, entre les consultations, de faire un minimum d'examens de façon à s'assurer que tout est stable, et en particulier de faire une créatinémie, voir si on a modifié le dosage d'immunosuppresseurs, de faire un dosage de cyclosporine. Donc le patient va faire un contrôle mensuel, il va envoyer ses résultats au centre de transplantation, et puis il sera vu en consultation tous les 4 mois ou tous les 6 mois avec un bilan un petit peu plus approfondi, de façon qu'il y ait un suivi permanent et qu'il ne reste pas pendant 4 mois ou 6 mois sans examen de surveillance. Alors, quand les patients viennent en hôpital de jour, qu'est-ce qu'on va faire en plus? On va contrôler les lipides, on va contrôler la parathormone sérique et la vitamine D. En cas de diabète, l'hémoglobine glyquée. On fera, pas toujours, mais les anticorps anti-HLA. On peut doser le Celcept et le Mifortic, les cellules d'écoille, la PCR-CMV au début surtout de la transplantation. Chaque année, il y aura une radiographie thoracique qui sera faite, surtout pas tellement afin de dépister des complications infectieuses, mais surtout afin de dépister des complications néoplésiques, parce qu'il y a un certain nombre de cancers du poumon qu'on a découvert comme ça chez les patients greffés, avec un nodule sur la radiographie thoracique. Tous les ans, on fera une échographie avec Doppler du greffon, avec échographie des reins natifs, pour s'assurer qu'il n'y a pas de cancer, que le greffon a un aspect normal et qu'il est bien vascularisé. Et enfin, on demandera aux patients de voir chaque année le dermatologue pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications dermatologiques. Voilà comment se passe, il n'y a plus rien, voilà comment se passe le suivi. Alors, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous en avez. N'avez pas. Bon. Mais finalement,